Alors nous allons nous tourner pour ce deuxième panel. Nous allons commencer par Madame Floriane Pongo, qui a sûrement préparé quelque chose de costaud. Et donc toujours tous autour de ce thème, comprendre notre passé pour rectifier le présent, afin que notre futur soit réellement transformé en une solution. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Ce n'est pas évident de prendre la parole après que les éminents orateurs ont mis le feu. Et moi, j'ai les larmes aux yeux parce que dans ce panel, j'ai mes deux mentors. Oui, ce sont deux femmes qui m'accompagnent, ça fait bientôt 5 ans. Elles sont, je suis le fruit aussi de leur coaching. Et je pense que pour elles aussi, c'est un honneur. Et je vous remercie encore. Donc là, je parle de Madame Adribello, de Madame Larène Onobiono. Dire que j'ai préparé, c'est chaud. Parce que ceux qui m'ont vu depuis ce matin, je suis dans l'organisation au Four et au Moulin. Mon mot, je l'ai fait il y a 30 minutes, quand tout le monde a fini de manger, donc comprenez. Je vais être bref. Dans ce grand thème, le sous-thème que l'on nous a confié, c'est parler de l'autonomisation économique et professionnelle. Alors, c'est quoi s'autonomiser? C'est déjà être capable de faire des choses par soi-même. Vous avez compris, avec le panel précédent, qu'on se ressent beaucoup sur soi. Il est important que nous fassions les choses par nous-mêmes et non parce que les gens nous disent ou nous poussent à faire les choses. Donc déjà s'autonomiser et déjà être conscience que moi je suis et je peux faire les choses. Alors les aspects économiques, j'aime pas tout ce qui est économie, j'aime pas tout ce qui est comptabilité. Donc du coup, bon, mais c'est deux mots qui sont liés parce que le professionnel a une répercussion sur le volet économique. Lorsque professionnellement on est bon, on est productif, économiquement aussi on l'est. Donc c'est important de faire le lien. Parce que la plupart des gens qui sont victimes de violences basées sur le genre, ce sont des personnes, lorsque l'on fait des analyses, qui ont du mal à s'autonomiser économiquement et professionnellement. Et du coup, elles sont obligées de subir des choses. Non pas pour dire que c'est la grande majorité, mais je travaille dans une ONG où on est en train de travailler dans ce sens. Et les statistiques qui sont faites démontrent que la plupart de ces victimes, parfois, n'ont pas d'emploi. Quand je parle d'emploi, je ne parle pas forcément d'emploi salarié. Parce que le professionnel, ce n'est pas seulement aller dans un bureau. Là aussi, c'est là où on nous a formaté, nous les Congolais. La maman qui vend son beignet dans la rue, elle est professionnelle. Si elle seulement si elle a des compétences. Parce qu'il n'y a pas de professionnalisme sans compétences. Et dans les compétences, on a les savoir-être, les savoir-faire. Et les savoir notamment la connaissance. Savoir-être, vous allez faire le lien avec le panel précédent, c'est savoir qui je suis, qu'est-ce que j'ai comme qualité, comme talent. Au boulot, vous allez voir dans le CV, ceux qui font les CV, il y a une partie en met compétences, non? Et dans les compétences, on dit quoi? Aptitude à pouvoir travailler sous pression, relationnel, oui. Mais vous voyez que c'est en lien avec notre aspect émotionnel. Si je suis blessé, est-ce que je pourrais être professionnellement actif? Non. Impossible. Et quand je suis blessé, cela aura un impact négatif sur mon travail. Il y a plusieurs types de blessures. Certainement que vous avez appris, il y a le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison. Et chacune de ces formes occasionne ce que l'on appelle dans le jargon des masques. Donc on fait semblant d'être des personnes qu'on n'est pas en réalité parce que à cause des choses que l'on a subies, on montre une autre image. Et même au boulot, il y a des gens, comme on l'a dit, d'ailleurs, comment vas-tu? Ça va par la grâce de Dieu. C'est faux. J'en profite pour atterrir sur mon témoignage.
il y a quelques temps, j'ai fait une très grosse dépression. Et dans mon entourage, peu de personnes savaient. Les coachs de ça, parce qu'on en a parlé. Et la répercussion sur mon travail, mon chef l'avait remarqué. Hier, pendant que j'étais dans les courses de la conférence, donc je jonglais, réunion, il y a des partenaires qui sont là. Après la réunion, il fallait. Mais j'ai rendu le compte rendu dans les 30 minutes. Aujourd'hui, on a débattu. Pouf. Mais avant, quand j'étais dans cette phase dépressive, j'étais incapable d'écrire 3 lignes d'un compte rendu. J'avais ce qu'on appelle l'écran noir, le syndrome de l'écran noir. Je suis devant l'écran, mais je ne vois rien, je ne suis pas là. Mais je suis au boulot. Hein. Tous les jours, je suis là, les collègues sont là en parcours, mais je ne suis pas là en réalité. Et à la fin, je n'ai pas pu produire dans les délais ce rapport. Et il fallait que j'en parle avec ma hiérarchie. Et je suis entrée, j'ai dit à mon chef, et voilà ce que je traverse. Il m'a dit, ok, prends quelques jours de congé. Et en même temps, j'en ai profité pour me retirer. Pour me retirer. C'est très bénéfique. Se recentrer sur soi, sur ce que l'on ressent. Et à l'issue de ce temps de retraite, j'ai vendu 2 livres. Les gens disent, mais comment tu as fait? Où tu vas? Quand on m'a dit, Madame la reine, dans ta famille, il n'y a pas d'auteur. Bon, c'est vrai que j'ai accusé d'auteur. Mais comment en peu de temps comme ça, tu as pu vendre 2 livres? Parce qu'en se recentrant sur soi, on se rend compte qu'on a des choses à dire, on a des choses à donner aux autres. Et on ne peut pas le garder sur soi. Donc les blessures émotionnelles auscultent notre parcours professionnel. Quand tu es blessé, tu n'as pas d'objectif professionnel. Tu vas au boulot pour aller au boulot. Tout ce qu'on va te demander à faire, même en deçà de tes compétences, tu vas faire. Parce que tu ne sais pas qui tu vaux. À cause des blessures, on se dévalorise. Tu ne sais pas réellement qui tu es. Tu as ce n'est pas pour encourager les gens qui refusent des postes parce qu'ils ont des diplômes élevés, mais il y a des gens tellement qui ne savent pas ce que tu fais. Ils vont, ils se dévalorisent, ils vont même accepter un poste. Tu dis, mais il y a quoi là? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Parce que, est-ce que tu m'accroches à ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Non. Non, tu ne peux pas te descendre parce que effectivement la personne ne sait pas qui elle est. Elle ne sait pas quels sont ses talents, quelles sont ses compétences qu'elle peut mettre en exergue pour qu'aujourd'hui sa hiérarchie la mette en avant. Pour qu'aujourd'hui elle soit un pilier dans son entreprise. Je suis en même temps employé et employeur. J'ai la grâce d'avoir cette double casquette. Ça me permet de me repositionner dans les deux situations. Et quand en préparant ce panel, je me suis évaluée il y a 5 ans. Parce que chez moi, le choc s'est fait il y a 5 ans. Aujourd'hui, jour pour jour, j'ai perdu. Ma mère a été mise sous terre. 5 ans, jour pour jour, le 6 mai. J'en parlais avec Aïcha. Et ça a été le déclic. Parce que, 11 ans avant, j'ai perdu mon père. Et je suis tombée dans la blessure de l'abandon sans m'en rendre compte. Parce que cette figure paternelle me manquait, je suis tombée dans la dépendance affective. Et ayant tout emmagasiné tout ça, la mort de ma mère, vous savez, on est en Afrique, comment ça se passe les deux, ça a occasionné une scission dans la famille. Après cette séquence, ma soeur aînée qui était devenue le pilier, parce qu'étant que les filles, on devient orphelines de père et de mère, vous savez comment ça se passe dans nos familles, bah, les tickets, comme le petit soeur de ticket est opéré, tata t'es mamaté. La soeur aînée qui devient le pilier tombe malade. Ça. On fait partout, et vous savez comment ça se passe, ensemble, et puis on commence à chercher. Bref. Et moi, j'avais l'interdiction d'aller lui rendre visite à Pointe-Noire. Là, c'est chaud. Comment je fais? Comment? Je ne peux pas l'aider. Elle est dans une situation où on doit tout faire pour elle. Je ne peux pas l'aider. Et autour de moi, il y a plein de circonstances qui font que je ne sais plus qui je suis. Au point où même sur WhatsApp, je ne mettais plus ma photo de profil. Regardez juste où les blessures peuvent nous emmener. J'avais enlevé toutes mes photos sur Facebook, sur WhatsApp. Et je ne savais même plus qui j'étais, au point de pouvoir accepter des postes où, quand tu vas dire secrétaire, toi tu as fait chimie, tu vas te postuler pour un poste de secrétariat, comment? Alors que toi tu as des compétences managériales. Parce que je me suis dit, bon, l'essentiel qu'on me donne un peu. Vous voyez?
Et c'est là où il y a eu le bim. J'étais en train de toucher le fond là. J'étais vraiment en train de toucher le fond. Et par la grâce de Dieu, parce que je suis chrétienne aussi, j'ai, par le canal de questions de femmes, rencontré une autre dame formidable qui est en France, la coach Elvira Bigua. Et c'est elle qui m'a accompagnée. Vraiment, j'ai suivi. Elle a un programme, la Dreams Academy, que j'ai suivi. Et c'est là où j'ai compris que j'avais du potentiel. Elle me dit, toi, tu parles bien. Tu parles avec aisance, tu n'as pas besoin de. Elle me dit, fais-moi un peu ton CV. Elle me dit, wow, pour un moment, j'ai 3 bacs. Ça, c'est la fierté de mon père jusqu'à sa mort. Il dit, ma fille, elle a 3 bacs. Oui, j'ai un bac S, français, option sciences physiques. J'ai un bac D et un bac A. Oui. Mais quand il y a eu blessure, là, j'ai oublié tout ça. J'ai oublié tout ça, hein, que j'avais 3 bacs. Maîtrise en chimie de l'université Marie-Guabi, faculté des sciences. Imaginez le calcio. Et je n'ai pas repris. J'ai fait mes 4 ans à la fac de sciences, je n'ai pas repris. Mais tout ça, quand il y a eu blessure, j'ai oublié. Je suis allée prendre un poste d'assistante de formation, mais j'ai aimé cette expérience parce que c'est là où j'ai aimé l'entrepreneuriat. J'ai été conseillère, formatrice en entrepreneuriat, avec un salaire, franchement, bon. Mais c'était une belle expérience, vraiment, j'en dire. C'est vrai, vous savez, dans le monde professionnel, même si de façon pécuniaire, tu ne gagnes pas beaucoup, mais de façon intellectuelle, tu gagnes beaucoup. C'est là où il faudra avoir des objectifs professionnels. Ne va pas au boulot juste pour avoir un travail. Qu'est-ce que tu veux devenir? On nous a parlé là. Qu'est-ce que tu veux devenir? Aujourd'hui, moi, je rêve très grand. Être dans ma structure actuellement au Congo, il n'y a pas beaucoup de chefs de projet femmes. Je veux être l'une des meilleures chefs de projet au Congo. Je fais des efforts. Celles qui sont autour de moi, je devais prendre des congés pour organiser la conférence, on m'a dit non. Et j'ai vu les enjeux. J'ai dit ok, j'accepte. Donc, en même temps, c'est ce matin encore devant les protocoles, ma hiérarchie m'a appelé et dit ben, tu vois ce dossier-là. Donc lundi, il faudrait que tu programmes tel réunion avec tes. Je lui dis ok. Parce que je sais où je veux venir. Je vais arriver. Pour devenir une solution. Vous savez, dans l'ONG dans laquelle je travaille, on a eu un mentor qui aujourd'hui pour nous c'est un grand modèle. Il a commencé assistant logisticien. Aujourd'hui, il est chef de département expatrié en France avec toute sa famille, un Congolais. Et c'est notre fierté. Et on se dit, il a tracé le chemin pour nous, on va suivre. Mais il faudrait avoir un objectif. Tu écris ta lettre de motivation, tu fais ton CV, c'est pour devenir quoi? Je voudrais apporter un plus à votre structure. C'est ça ce qu'on met souvent dans les CV. Le plus que tu vas apporter là, c'est quoi? Si tu ne sais pas ce que tu as au-dedans de toi. Moi, je sais que j'ai des capacités d'organisation. On a une activité en juillet. Je me suis proposée dans le comité d'organisation. Ce n'est pas un travail intellectuel, mais c'est un travail qui sera en lien avec le bien-être de ma structure. Et ça fera qu'aux yeux de la hiérarchie, c'est un plus. Tu es peut-être interprète, tu sais pas, tu parles bien anglais, mais dans ton boulot, personne ne sait que tu parles anglais. C'est seulement sur TikTok qu'on te voit faire les et parfois, quand c'est qu'il a un dossier là, qui a juste besoin que quelqu'un lui interprète ce texte, non, non, il est parfois encore aller payer une expertise externe. Alors qu'en interne, on en a. Donc, quand on veut s'autonomiser professionnellement, on doit savoir qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons au-dedans de nous. Qu'est-ce qu'on doit donner aux autres. Pas d'abord pour les autres, mais pour soi-même. Aujourd'hui, ça ne m'a pas dérangé de recevoir un coup de fil de ma hiérarchie aujourd'hui, alors que c'est un jour où je suis pas censée travailler. Parce que ça me plaît. Parce que s'autonomiser aussi, c'est faire ce qui nous plaît. Vous voyez ces dames, elles ont des agendas super, hyper chargés. Mais elles sont là, c'est pas parce qu'elles ont voulu parler. C'est parce que d'abord, ça vient de leur cœur. Quand on va rentrer là, je dois aller dormir pour combien de jours? 3 jours peut-être. Mais c'est parce qu'on aime ce que l'on fait. Est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment leur travail? Oui. Non, on n'a pas les talents de sauver la salle là, mais là. Est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Oui. Sincèrement, si on te demandait pourquoi tu te lèves tous les matins, tu vas aller au boulot, est-ce que
être clair au monde. Pourquoi tu te lèves tous les matins? Est-ce que c'est pas pour fouiller le bruit des enfants? Est-ce que ce n'est pas seulement pour garantir les fins du mois? Dans la restauration, il faudrait qu'on arrive au niveau de l'épanouissement. Le couronnement, c'est ça en fait. Quand tu es restauré, tu es épanoui. Même si à la fin du mois, ton salaire c'est 150 000, mais quand tu te rends compte que ce que tu as fait a été une source de bénédiction, une solution pour plusieurs, tu es épanoui. Vous avez vu dans la présentation, j'ai maîtrise en chimie. Donc pour ma famille, tu vas travailler dans le pétrole. Et une fois, quelqu'un m'a appelé, mais fais-le-toi avec ton CV là, toi c'est Total, c'est Eni. Je lui ai dit, ce que je fais, ça me passionne tellement. Quand je forme un jeu, et à la fin du mois, il me dit, madame, voyez, mes clients m'ont payé, j'ai eu ceci. Waouh, je suis heureuse. C'est ça mon premier salaire. Voir des jeunes qui hier ne pouvaient rien faire de leur dit doigt, voir des jeunes qui étaient désœuvrés, qui font un travail. Pour ceux qui, il y a les gens de LFI Environnement qui sont là. Aujourd'hui, c'est une structure qui travaille dans l'assainissement, mais on est en train de valoriser ce métier. Je ne fais pas la pub, mais c'est que ça me plaît de travailler dans ce domaine parce que c'est un domaine où les gens trouvent que c'est du déchet, donc ce n'est pas valorisant. Et nous, on est en train de mettre en lumière ce métier. Et il y a des jeunes qui hier passaient leur journée autour d'un jeu de cartes. À la fin du mois, il peut se retrouver avec 100 000 francs, il paye sa maison, il prend soin de sa femme. C'est ça, moi, ma satisfaction. Et quand on parle d'autonomisation, c'est arriver à ce niveau-là. Être capable de se prendre en charge d'abord et aussi prendre en charge les autres autour de nous. Mais tes blessures peuvent t'en empêcher. Il faudrait donc que tu sois au clair avec toi-même. Qu'est-ce que j'ai comme compétence? Qu'est-ce que j'ai comme talent? Comme aptitude pour être une solution sur le plan économique, sur le plan professionnel. Tes talents peuvent être la source de ton entreprise. Vous voyez ces femmes-là, elles bouffent leur argent avec le parler là, le parlement que vous faites là. Quand on se met, parce que je suis aussi maître de cérémonie, quand on se met avec le MC, voilà quoi, je te dis, c'est à prendre ou à laisser. Parce que je sais ce que ça me coûte. Parce que je sais ce que j'ai au-dedans de moi. C'est pas du pipeau. C'est pas que je vais là bégayer. Eh bien, vous savez, non. On va travailler sur un truc impeccable. Quand on va dire organisation d'événements, quand on te fixe, on te taxe, vous voyez ce travail. On n'est pas une vingtaine dans l'ONG impliquée là. C'est le fruit du travail de peut-être 10 personnes. Mais, moi je voudrais voir seulement les backstage, les coulisses de l'événement. Mais il faudrait être outillé pour pouvoir gérer un événement de bout en bout. Mais si tu n'as pas cette attitude, tu fais comment? Vous savez quand les événements étaient inventés dans ce pays-là? On a fait des banderoles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la compétence. On va prendre des gens à l'extérieur qui viennent, ils vous font dire, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Sans pour autant se moquer. Vous avez vu, quand le pape est venu en RDC, sous la pluie, le poteau a fait quoi? Vous ne suivez pas les médias? Le poteau a cédé. Mais qui a fait ça? Est-ce que c'est un professionnel? Oui. Un truc d'une aussi grande renommée, on se permet de prendre des ouvriers qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas professionnels. L'organisation dans les pays, on les coffrait tous. On les coffrait tous. Mais oui, parce que c'est l'image de tout un pays qui est mise en avant. Et toi, tu es d'abord ta propre image, mais tu as aussi l'image de la structure, que tu sois entrepreneur, que tu sois en emploi salarié. Et du coup, tu dois pouvoir répondre. Il ne faut pas être les députés qui vont dormir à l'Assemblée, et puis après, tu corrobores. Tu corrobores à quoi? Quand tu corrobores? Encore idem. Moi, je n'aime pas les messages idem. Quelqu'un t'écrit un message, tu dis idem, c'est quoi? Est-ce que tu connais le fond de la pensée dans laquelle on écrit ce message? Idem. Non. Tu dois t'affirmer, tu as une identité, tu as des mots à dire, même si c'est 2 mots-là. C'est ça. Les gens qui font les copier-coller des rapports. Oh non, le chef m'a envoyé tel document. Donc, je t'avais fait un document comme ça. On voit d'abord. Et à la virgule près. Et souvent, mon chef, il s'est repéré. Quand il y a un rapport, il dit, cette phrase-là, c'est un tel qu'elle écrit. Parce qu'il connaît le style de chacun de nous. Il connaît le style, il dit, ça c'est un tel. Ça c'est un tel. Okay. Et du coup, quand il trouve que c'est pas bon 2-3 fois, il te donne plus. Et puis c'est pour encore
se blesser. Non, dans cette structure, on même pas. Un tel est venu après moi. C'est avant-hier que j'ai appris des infos sur mes collègues. J'ai dit, oui, mais les gens ils sont bizarres parce que l'année passée, j'ai bénéficié d'une formation à l'étranger. Et c'est un collègue qui dit à la dame de ménage, suivez la dame de ménage, t'inquiète, la prochaine fois toi aussi tu iras. La dame de ménage lui dit, attends, elle et moi on n'a pas le même niveau, pourquoi tu nous mets là-bas? Elle est chef interne, mais moi, comment ça? Et j'ai compris, j'ai identifié une blessure. J'ai identifié une blessure là. Et ça m'a permis moi de me repositionner vis-à-vis de lui. On a dit non, le monde c'est pas un monde de bisounours. Le collègue qui vient là, il t'achète le pain beurre, tu ne sais pas derrière ce qu'il a au fond de son cœur. Donc soyons des solutions. Ne laissons pas nos blessures nous affecter pour ne pas être aussi des poisons dans le monde professionnel, mais apprenons à nous connaître, à identifier nos talents pour vraiment bénéficier. Parce que moi je suis fière de la femme que je suis devenue aujourd'hui. Autonomisation professionnelle et économique. Nous nous tournons donc vers Madame Sitou Menga. Nous allons prendre l'opinion juridique. Merci beaucoup. Alors bonsoir à tous. Alors je suis Madame Sitou Milandou Lenda. Je suis magistrat, comme on l'a dit tout à l'heure. Je suis substitut du procureur au tribunal de grande instance de Brazzaville. Je suis conseillère au commerce extérieur au ministère du Commerce. Je suis membre actif de l'Association des femmes juristes du Congo, donc une association qui œuvre dans la promotion et la défense des droits de l'homme en général et ceux de la femme et de l'enfant en particulier. Alors, je vais profiter pour rebondir sur les blessures intérieures, pour parler d'un témoignage. Je n'ai pas été dans ma famille victime de violence, mais j'ai subi une forme de violence. Je vous explique. J'ai toujours été timide, réservée, dans mon coin, ainsi de suite. Et à l'époque, les gens autour de moi, j'avais l'impression que les gens ne m'aimaient pas. Parce que comme je ne les attirais pas, vu que j'étais dans mon coin, ils étaient plus attirés par ma sœur, le monde qu'il y avait autour. Mais moi, je n'étais pas du tout intéressante. Finalement, en grandissant, je vais faire mes études. Et quand j'arrive, donc j'étais aussi épaisse que maintenant. Je suis pas très, voilà, je suis pas très en chair. J'ai toujours été comme ça. Mais je mange beaucoup, j'aime manger. J'aime manger. Matin, midi, soir, goûter, etc. Et lorsque j'arrive en France pour mes études, quand les gens me voient, ils ont l'impression que je ne mange pas. Et à l'époque, c'était l'anorexie, je battais son plein. Et donc du coup, dès qu'on me voit, oh, mais il faut manger, mais vous êtes anorexique. Et les gens en fait ne se doutent pas, parce que si quelqu'un est anorexique, si vous lui dites ça, mais vous l'enfoncez encore un peu plus en fait. Donc ils n'avaient pas du tout le tact. Et moi au début je rigolais, mais comment ça? S'ils savaient que j'aime manger, Et puis une fois j'arrive dans ma famille, tous les mois on organisait des repas donc avec les cousins, les tantes, les oncles et tout. Et j'ai un oncle, chaque fois que je me servais une première fois et j'avais une seconde fois. Mais la deuxième fois était plus petite que la première fois. Et cet oncle-là, il voyait toujours ma deuxième assiette. Et quand il voit la deuxième assiette, mais tu manges, tu as un appétit d'oiseau, mais il faut manger, t'as vu comment t'es maigre? Au début je rigole, mais je suis pas maigre, j'ai mangé tonton, j'ai mangé. Quand on vous le dit une fois, deux fois, trois fois, le regard des autres, eh bien qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de me cacher. Donc j'achetais des baggy, des gros pantalons, baskets, des grosses chemises. J'ai dit comme ça au moins, les gens ne vont pas voir que je suis super mince. Alors en fait c'était tout le contraire. Plus vous mettez un vêtement ample, plus on voit que vous êtes gringalé en fait. Et voilà. Mais dans ma tête c'était ça la solution. Donc j'ai commencé à me mettre comme ça. Et quelques mois après, ma mère arrive, elle dit bon écoute là il faut qu'on refasse ta garde-robe. Parce que là avec l'hiver, on va acheter des pulls, des tailleurs, là maintenant tu es à la fac, donc il faut que tu t'habilles. Donc on arrive dans les magasins, ah il est beau ce tailleur, ah oui la veste est belle, mais la jupe aussi est belle. Je dis rien parce que si je lui disais que je ne mets plus de jupe, je ne veux pas, elle allait dire mais qu'est-ce qui se passe? On arrive, on prend des robes de soirée, le châle, non le châle il est trop petit, il faut qu'il soit très large. Mais comment ça si tu mets un châle large,
on ne verra pas la robe. Ah non, là c'est transparent, non, là c'est trop court, on voit mes mollets, on voit mes chevilles. À un moment donné, ma mère elle s'arrête, elle dit, mais assieds-toi un peu, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a 3 mois, je t'ai laissé, tu mettais des jupes, tu mettais des pantalons courts, des bras dehors, et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Ah non, mes jambes sont trop maigres. Comment ça, tes jambes sont trop maigres? Oui, tes jambes ne sont pas maigres, les miennes, elles étaient plus maigres que les tiennes. Je dis, oh là, tu dis ça, c'est pour me rassurer. En fait, là, je dis ça parce que le rôle que les parents ont à jouer dans la vie des enfants. C'est à vous, lorsque vous avez des enfants, de dire à votre enfant qu'il est beau, qu'il est intelligent. Personne d'autre ne le fera pour vous, en fait. Donc, ma mère joue son rôle, et donc elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il y a 3 mois, tu mettais encore tes jupes à Brazzaville, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je me mets à pleurer. Parce qu'en fait, j'aime pleurer. C'est pas une faiblesse de pleurer. Les larmes ont été créées, Dieu nous a fait avec des larmes, il faut qu'on les utilise aussi. D'accord? Voilà. Donc, si vous sentez que vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Mais il faut savoir juste s'arrêter, parce qu'on ne peut pas pleurer éternellement. Mais c'est pas une faiblesse. Et donc moi je pleure. Moi je pleure quand je vis, je pleure quand je suis triste. Donc voilà. Et donc du coup je me mets à pleurer. Je dis oui, mais là tout le monde me regarde, tout le monde dit que je suis maigre. Il dit mais attends, mais ils disent que je suis anorexique. Il dit mais toi tu es anorexique ou pas? Non, je mange. Mais alors, il est où le problème? Mais non. Bon. Comme c'était déjà inscrit dans ma tête, ma mère n'était là qu'une semaine. En une semaine, c'était pas possible de démanteler tout ce qui avait été fait pendant 4 ou 5 mois. Donc elle repart. Donc moi je continue avec mes bagages, je commande mes trucs. États-Unis, on va là, magasin. Il y avait un magasin à Paris que j'aimais beaucoup parce que c'était que tous les rappeurs américains français s'habillaient là-bas en fait. Donc moi j'avais mes bagages là-bas. Et quand on arrive en soirée, je suis demoiselle d'honneur. Ben, quand on sait que je suis compliquée parce que je ne mets pas mes chevilles dehors, je ne mets pas mes ceci dehors, ben, tout le monde dit, bon écoutez, Laila choisit, et quand elle m'aura choisi, tout le reste le prend parce que sinon... Et donc du coup, ça a réussi à me blesser en fait. Ça m'a tellement blessée que lorsque je passais quelque part, dans ma tête, je ne voyais pas les gens. Dans ma tête, je me disais, oh là là, ils me regardent tous, ils se disent que je suis maigre, oh là là, oh là là. Donc des fois, vous passez à côté de personnes qui sont à côté de vous. Et puis la personne, vous la rencontrez 2 jours après. Ah mais toi hier tu m'as pas dit bonjour. Comment ça? J'ai pas pu oser. Mais si, tu es passé dans tel couloir. Et c'est là que je me souviens, mais oui je suis passée. Mais comme moi je suis perdue dans ma tête, on va me regarder, on va à des mariages, donc je suis voilée comme je sais pas quoi, il manque juste le voile sur la tête. Et même pour me lever, pour aller danser, tout le monde, ah la musique est bonne, on va danser. Et non, j'attends d'abord, parce qu'il faut que j'étudie le cadre. J'attends, non, c'est pas le bon moment. Non, j'attends. Et donc, finalement, toute la soirée, je reste assise. Pour aller aux toilettes, je ne peux pas y aller seule, parce que je me dis, je vais traverser la salle, tout le monde va me regarder. Donc, des fois, je dis à ma soeur, accompagne-moi, s'il te plaît. Bon, on y va. Elle est déjà debout. Non, mais attends pas encore. Non, on attend un petit peu. Attends, dans 5 minutes. 5 minutes, on y va. Non, attends encore. Donc, tu vas y aller toute seule. Et donc, du coup, je ne me levais pas du tout. Donc, c'est pour dire qu'à quel point l'environnement peut jouer sur votre mental. Et une fois que c'est fait, vous pouvez être la plus forte du monde. Vous pouvez être... Si l'extérieur arrive à vous atteindre, c'est fini. Et moi, c'était fini. Et c'est finalement, je ne sais plus, quelques années plus tard, donc chaque fois qu'il y avait des trucs, je trouve un haut, je ne peux pas le mettre, on m'offre des habits, je ne peux pas les mettre parce qu'on voit le bout de ma cheville, parce qu'on voit le bout de mon cou, on voit le bout de mon épaule. Donc c'était catastrophique. Et à un moment donné, donc là, parce que je suis issue d'une famille chrétienne aussi, et donc on commence à approfondir la relation avec Dieu, etc. Et puis je tombe sur un passage où on vous dit, vous êtes des créatures si merveilleuses. Je dis, mais si Dieu dit que nous sommes des créatures si merveilleuses, ça veut dire que la personne maigre, elle est merveilleuse. La personne moins maigre, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Donc, syllogisme, ça veut dire que moi aussi, du haut de mes, à l'époque, je crois que je devais être à peut-être 45 kilos, du haut de mes 45 kilos, je suis une créature merveilleuse. Et donc c'est ça, plus les paroles de mes parents, les paroles que je lisais moi-même dans la Bible, donc j'ai commencé à me convaincre que je devais m'accepter tel que je suis. Parce que si je me dis je suis trop maigre, mais je mange, je ne grossis pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas pomper, je n'ai rien à faire que de m'accepter. Et lorsque je dis je suis trop maigre, je suis trop ceci,
tu m'as mal créé, hein. Tu aurais dû me créer mieux comme ça, etc. Et donc, du coup, j'ai commencé seule à faire ce travail, à me dire non, tu dois changer, c'est pas une vie. Tu arrives quelque part, et là, tu te dis que tout le monde ne s'intéresse pas à toi, mais tu n'es pas intéressant. Vous arrivez, tout le monde est en train de danser, toi tu es assise, tu es caché, vous arrivez, vous faites du shopping, on t'offre quelque chose, tu ne mets pas la chose parce que ton poignet est dehors, etc. Donc du coup, j'ai pris la décision de changer cela en fait. C'est vrai que c'est pas tout de suite que vous avez une grosse souffrance, donc des souffrances qui me font peut-être pleurer. Je vois les vêtements, j'ai envie de les mettre, mais je me dis non, mes jambes sont trop maigres, etc. Donc du coup, ces violences ont d'énormes conséquences. Des conséquences sur la santé, vous avez des femmes qui perdent, on a parlé de perte d'estime de soi, il y a des femmes qui ont des problèmes également physiologiques, il y a certaines qui perdent l'appétit, qui ne mangent plus. Quand elles arrivent sur leur lieu de travail, pour les personnes qui sont par exemple harcelées, mais elles n'ont plus envie d'être là. Donc souvent, elles sont souvent chez le médecin avec des certificats médicaux parce qu'elles ont des maux de tête. Quand on fait des scanners, il n'y a rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez mangé? On dit, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est dans sa tête, parce qu'elle est mal à l'aise sur son lieu de travail et ça a un impact sur sa santé. Il y a des gens qui tombent, on a parlé de dépression tout à l'heure, et des fois ça amène également au suicide. Moi j'ai une amie, elle était très belle cette femme, très intelligente. Quand elle a eu ses soucis, elle préparait un doctorat. Et elle voulait absolument se mettre en couple, trouver un homme. Et donc finalement, elle en trouve un, mais je crois qu'elle avait trouvé la mort, parce qu'elle a essayé 3 fois, elle a tenté 3 fois de se suicider. Et au fur et à mesure, elle s'est séparée un peu de nous. Et nous, on s'est dit, bon, comme elle avait trouvé son homme, elle voulait vivre pleinement sa vie avec son homme. Donc nous aussi, on ne voulait pas déranger. Et son homme n'aimait pas toutes ses amies, il n'y avait que moi qui l'aimais. Et donc du coup, chacun de nous, on fait nos études, etc. Et un jour, c'est sa sœur qui m'appelle pour me dire « Ah oui, il y a ton amie, il faut que tu ailles la voir et tout. » Là, elle sort de l'hôpital, elle a tenté de se suicider. Je dis « Comment ça? Elle, forte de caractère, moi, j'étais pas très forte de caractère, mais elle était forte, elle était coquette. Pendant que moi, j'étais dans les baguilles, elle était toujours tirée à 4 épingles, washing et tout. Je dis « Mais comment ça se fait? C'est pas possible. » Et quand j'arrive, je vois qu'elle a un pansement au niveau du poignet. Et elle n'ose pas me parler. Et son petit ami qui m'aimait beaucoup, lui également, il n'ose pas me parler. Et je sens qu'il fuit mon regard. Je dis oui, donc le problème, c'est bien lui. Quand on arrive, elle me dit fais-moi rire. Donc du coup, je raconte plein d'histoires, je fais rire, elle est contente, elle rigole. Lui, il rigole, mais avec des dents serrées. Et à un moment donné, il se déplace. Et elle me dit, s'il te plaît, sors-moi d'ici, je n'en peux plus. Là, j'étais à l'hôpital, je ne peux plus, s'il te plaît, sors-moi d'ici. Quand il revient, elle sèche ses larmes et parle d'autre chose. Aïe, là, elle va mal. Je dis, mais comment je fais? Parce que c'est la première fois que j'étais confrontée à une situation pareille. Je dis, mais comment je fais pour la sortir de là? Waouh, le monsieur est là, le monsieur dit, ah oui, non, ça ne va pas, il n'arrête pas. Donc il n'arrêtait pas de lui dire qu'elle n'était pas intelligente. Quand elle s'habille, mais quoi, tu te crois belle, tu n'es pas belle. Elle dit, mais si, je suis belle. Il dit, ah, en plus, tu es fière. Attends, tu vas voir, tu vas rabaisser ton paquet. Hey. Donc au fur et à mesure qu'il lui dit qu'elle n'est pas belle, elle n'est pas intelligente, quelqu'un qui prépare un doctorat, lui-même là, je crois qu'il était seulement en 2e année ou quelque chose comme ça, mais il dit que celle qui est en doctorat là n'est pas intelligente. Donc elle n'est pas belle, elle n'est pas intelligente. Au début elle rigole et puis comme elle avait la grande gueule, et puis finalement elle finit par se convaincre qu'elle n'était plus intelligente. Elle ne sort plus, elle ne s'habille plus, elle ne se coiffe plus. Donc je dis, ah Seigneur, inspire-moi. Parce que là, si on la laisse là, elle a fait 3 fois. Si elle fait la 4e fois là, peut-être que ce sera la bonne. Et moi je vais m'en vouloir parce que j'aurais été, entre guillemets, pas complice, mais j'aurais assisté à ça et je n'aurais rien fait. Mais qu'est-ce que je peux faire? Et puis j'ai dit non. Je suis fatiguée. Comme des fois, ça c'est ma phrase, je me dis, je suis fatiguée. Déjà, je suis fatiguée, j'ai vraiment besoin d'un soin et tout. Ah, mais tiens, et si on se faisait un week-end, voilà, on se fait entre filles. Ah, mais entre filles, hein, toi, t'es pas avec nous. Il dit, ah non, vous n'allez pas m'embarquer dans autre chose. Ah, mais ce serait sympa, ça. Et donc, je le regarde pour voir s'il est... Donc, il est mitigé, mais comme il m'aime bien, il sait que je ne veux pas de mal à sa dulcinée. Donc, il me dit oui. Mais vous sentiez qu'il ne voulait pas dire oui. Mais il a quand même dit oui. Et moi, le plus important, c'était de la sortir de la maison. Et donc, du coup, elle est sortie de la maison. Elle est venue chez moi. Et le lendemain, on a commencé à chercher les appartements et tout. On dit, tu ne repars plus là-bas. Et c'est comme ça que sa relation s'est terminée. Mais il l'avait abîmée 3 fois. Et quand elle fait une fois, après, il dit, s'il te plaît, je vais te quitter. Non, ne me quitte pas. Je t'aime.
sans toi, je ne fais rien. Si tu me laisses, je vais partir, etc. Donc, du coup, c'est ce travail-là, les malades mentaux, là, c'est ce travail-là qu'ils font. Et donc, du coup, toi, par amour, vous restez. C'est pour ça que l'autonomisation des femmes, c'est important. Parce qu'il y a des femmes qui subissent des violences, mais qui ne partent pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont aucun revenu. Elles dépendent totalement du monsieur. Donc du coup, elle se dit, mais je vais partir, mes enfants vont rester. Je n'ai pas envie que mes enfants souffrent. Donc je préfère qu'on souffre avec mes enfants. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'autonomie. L'autonomisation, c'est une condition de développement de nos pays, de nos sociétés. La femme est un partenaire égal à l'homme pour le développement de nos sociétés. Donc c'est à nous de nous lever et de trouver quelque chose. On a parlé d'entrepreneuriat tout à l'heure. L'entrepreneuriat est une voie de sortie. Vous pouvez commencer par n'importe quoi. Vous pouvez commencer par l'agriculture, par des beignets. Le beignet, on a un ministère qui s'appelle le ministère des petites et moyennes entreprises. Mais c'est quoi les petites et moyennes entreprises? C'est tout ça en fait. C'est juste des entreprises qui à un moment donné, qu'il faille formaliser. Vous avez l'agence, la CPCE, l'agence de création des entreprises, où vous pouvez par la suite normaliser. Donc vous ne pouvez pas rester dans une situation de dépendance et de violence juste pour protéger vos enfants ou juste parce que vous n'avez pas envie de faire le saut. Il faut oser sauter, il faut avoir le courage de vous décider et de mener des actions pour pouvoir vous en sortir. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. On a vu tout à l'heure avec des témoignages, il y a des mamans qui ont laissé leur foyer. La maman regarde les enfants, voit les enfants à l'église ou bien à l'école. Non! Prenez, soyez courageuse, prenez vos enfants. Si vous devez boire de l'eau tous les jours, si vous devez boire du lait tous les jours, vous buvez du lait avec vos enfants. Donc voilà ce que j'avais à dire. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Donc on n'a pas pu développer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. La conférence s'appelle « Revais ta couronne ». Quelqu'un qui revêt sa couronne, ça veut dire que c'est une personne qui avait un pouvoir, qui avait une autorité, qui avait une position. Et elle a perdu sa couronne. Donc vous devez reprendre votre couronne. La couronne, c'est le pouvoir. La couronne, c'est la puissance. La couronne, c'est l'action, la responsabilité. Donc reprenez votre pouvoir de dame. Arrêtons d'être faibles, comme l'a dit la coach. Toutes les coachs d'ailleurs ont parlé de faiblesse. Ok, voilà ce que j'avais à dire. Bon, je parle beaucoup. Hein. Je sais que je vais choquer peut-être les jeunes filles, certainement. Je voudrais juste poser la question. Quelque part, moi j'ai lu, on a dit, la femme est une aide. La femme est une aide. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? La femme devient une charge. N'est-ce pas? Les hommes, est-ce que vous êtes là? La femme devient une charge. Au lieu d'être une aide, on devient une charge. C'est-à-dire qu'il tombe ce nion soit fini et il commence à vernis au tiré au mini au même l'allumette à 25 francs. Il faut qu'on t'achète. Ça dit que tu deviens une charge. Une charge très lourde. Ça amène même les hommes aujourd'hui aux AVC. Parce que quand tu vas réfléchir à un salaire de 100 000, toi tu es une charge qui pèse les enfants, la famille. Comme il a AVC. Et puis tu vas te poser des questions. Pourquoi il a pleuré l'AVC? Mais c'est toi la charge. La femme n'est pas une charge. Elle est une aide. Et quand on est une aide, ça veut dire qu'on a plus de force que celui qu'on aide. On ne peut pas aider si on n'est pas forte. Si on aide, parce que nous, on est forte. Ah, la satire du mal, la réclamation est naturelle. En fait, je conseille les jeunes filles, ne soyez pas des jeunes filles de Momo. Il y a des hommes qui refusent de recevoir vos appels. Parce que dès qu'ils reçoivent l'appel, tu peux me faire un Momo. Des jeunes filles Momo, ne m'adressez pas des jeunes filles Momo. Soyez des femmes qui peuvent apporter le bonheur. Et quand on
vient avec le bonheur, on vient aider. Là où lui ne peut pas, toi tu peux. Si lui ne peut pas trouver 10 000, toi tu peux apporter les 10 000 dans la maison. Et comment on peut devenir aide si on n'a pas un métier? Il faut qu'on arrive à accepter, apprendre et être utile dans nos foyers. C'est pour ça que nous avons même commencé avec les ateliers Zara, qui aujourd'hui forment les jeunes femmes, mais gratuitement, parce qu'on se dit, la base de beaucoup de violences, ce sont les violences économiques. Yes. On n'allait pas te taper, mais parce que tu as besoin de 5 000, l'autre n'a pas trouvé, ça devient un combat. Mais si tu en avais, ça ne peut être un problème. Toi-même, tu as besoin du jus. Tu prends dans ta poche, tu achètes. Mais comme tu n'en as pas, tu ne veux pas aussi apprendre. Tu veux seulement dépendre. Jusqu'à quand? Et pendant que tu es en train de dépendre, quand l'autre dit, tu sais que j'ai beaucoup de problèmes, il y a maman aussi qui m'a demandé, je me mets parfois à la place de ces mamans. Moi, j'ai 4 hommes. Donc, j'ai 5 enfants. Je me dis, avec toute cette douleur, pour élever ces enfants. Et un jour, ces garçons mariés, sa femme vient dire, ta maman là a fait quoi? Qu'est-ce que ça va me faire? C'est pas facile de les faire. Avec la conjoncture d'aujourd'hui, c'est pas facile. Les femmes, s'il vous plaît, ne soyez pas des mauvaises femmes, soyez les aides pour vos maris. Alors, ayez quelque chose entre vos mains. Dès qu'Adam n'a pas, quelque chose à faire. Ne t'assois pas pour regarder que ça tombe du ciel. On est plus à l'aise quand on prend dans sa poche et la tombe chez l'autre. Je sais que j'ai mes 500 francs, j'ai besoin de prendre un pull orange, j'envoie quelque chose sans réfléchir, sans demander quoi que ce soit. J'ai besoin de prendre mon jus, allez m'acheter. Mais toi, toutefois, avec des moments là. Et si on fait des statistiques sur un tiers, on va nous demander que c'est les femmes qui reçoivent plus de moments. Et bien oui, parce que tous les jours, on veut demander. Est-ce que vous savez, il faut que la femme réfléchisse un seul instant pour être indépendante afin que les choses changent même dans notre monde. C'est toi qui es dû. Si toi chaque fois tu demandes, quelle éducation que tu donnes à tes enfants? Il faut que les enfants reconnaissent en toi une femme battante. Vous savez, je vais vous donner, je vais en parler. Mon mari c'est un pasteur, mais je parle de ça pour vous aider. Mon mari avait beaucoup d'argent pour nous. Il avait commencé même les sociétés, tout ça là, des entreprises qui fonctionnaient. Mais après, il s'est confié à sa famille. Donc moi, j'étais un peu mise à l'écart. Mais comme j'étais sauvée, donc je trouvais que ça faisait vraiment mal. Pour moi, je me disais qu'il fallait qu'on me considère, qu'on me dise on a reçu combien, on a dépensé combien, et que je gère. Mais le Seigneur aussi avait un plan pour m'éduquer. Moi, je me dis, la situation de mon mari, c'était l'éducation pour moi. Dieu a permis qu'il perde tout ça. Maintenant, c'est mais parce que si il a quelque chose, il va te dire non, il est mauvais. Mais il ne travaille pas, il n'a rien. On demande chez qui? Donc, montre-nous sur ça le bol de la façon. Et ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire une femme battante. À un certain moment, parfois, mon mari me dit à la maison, madame, ça aussi c'est de l'orgueil. J'ai dit, ce n'est pas de l'orgueil parce que je n'en ai plus en moi l'histoire d'attendre. Quand je veux faire quelque chose, je cherche moi-même. La boulée et si manasala. Maintenant, si toi tu en as, tu me donnes, gloire à Dieu. Si tu ne donnes pas aussi, ce n'est pas un problème. Et ça m'a donné aujourd'hui le concept des ateliers Zara parce qu'il fallait réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire.
Et je sais que quand je forme, il y a des partenaires. Moi-même, dans le dossier, dans le projet, il y a la gestion du projet. Donc j'ai quelque chose pour nourrir les enfants, pour faire face à ceci. Les femmes, vous me décevez. Vous me décevez parce que la couronne que Dieu vous avait donnée depuis la création, d'une femme qui doit aider, vous l'avez déposée à terre. Et aujourd'hui, vous dépendez en tout et pour tout. Vous voulez qu'on vous donne tout. Mais ce n'est pas possible. Vous avez des mains. Même si tu es une vieille maman. Vous savez, à mon âge, c'est là 2 ans que je suis partie en formation à l'IFC. Vous savez en tant que qui? En tant que technicienne de son. Donc, tirer les câbles, porter les chaussures, les sphères de sécurité, en tenue, je suis en train de travailler parce que je ne peux pas dépendre de quelqu'un financièrement. Ça a été compliqué, les gens me connaissent, je suis artiste, je suis leader d'un groupe, et même les musiciens ont boudé. Leader, j'ai dit, mon problème ce n'est pas vous, mais mon problème c'est moi-même et ma famille. Être ou dépendre des pensées des autres, des opinions des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? On s'en fout des autres. On s'en fout. Et je vous dis, ma formation à l'IFC a été un décollage sur beaucoup de choses. Parce que chez les Français, c'est vraiment la formation. J'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, je peux rédiger des projets, je peux faire, j'organise. Et ça marche. Parfois, les gens me posent des questions. Derrière moi, c'est Florian qui me disait comment tu fais. Mais comment je fais? Parce que j'ai pris une résolution. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Mais pas la résolution d'une autre personne. C'est toi-même qui dois prendre une résolution. Te dire que dans cette condition, non, je dois changer. Et qui t'a dit que même les fauteuils de ta maison, il faut que ton mari change? Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Hein? On n'a plus de placement. Mais c'est pas possible. Donc même Novella, c'est eux pour la hôtel au Rosso. Il n'y a plus de quoi? Gaz ici. Canal Plus. Ok, Namakal. Canal Plus, Bakati. Il y a pas de solidaire, maman. Nous collons sur Bakati, Canal Plus à 11 000 euros. Tout ça parce qu'on veut dépendre. On se dit que toute la charge revient à l'homme. Une fois j'ai dit à mon mari, c'est ça le langage que j'avais. Les désirs de la femme se tourneront vers son mari. Tu sais que mon mari s'est mis à rire. Il a dit, tu as un problème avec l'évangile, madame. Ça veut dire que tu es encore dans la condamnation parce que Dieu a dit ça quand ils étaient dans le jardin d'Éden. Et là, Christ est venu pour te délivrer. Le voile est déchiré. Tu n'as plus à dépendre. Toi aussi, tu peux faire. Champ de vision, les femmes. Nous avons à donner. La société a besoin de nous, femmes, pour que les choses changent. Même si c'est le foufou que tu veux vendre, vends le foufou avec aisance. C'est-à-dire que plateau, il y a bien. Tu fais, il y a bien. Nous voyons que son foufou n'est pas d'ailleurs à décider qu'à son baka d'ailleurs parce que les gars, il faut à son baka. Mais parfois, ce qui nous déçoit, c'est que quand on voit même les beignets, tu vois les papiers qu'on utilise. Beignets à 500, papier à est-ce que moi je peux le venir encore chez toi? Non. Et les beignets, tu exposes comme ça à la merci des mouches. Mais après, tu viens voir le pasteur, j'ai des soucis. J'ai un sujet de prière. Mais un sujet de prière n'est pas bon. Laissez nos maris tranquilles parce que le sujet, c'est bon. C'est juste la résolution de bien faire. Qu'est-ce que tu vois pour ta vie? Qu'est-ce que tu vois pour tes enfants? Tu as quelle vision dans ton parcours? Jeune fille, je t'assure, le jour que tu sauras te prendre en charge, il y aura des hommes qui vont être derrière toi. Parce qu'ils vont savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne viens pas pour dépouiller
viens pour ajouter. Ah ben oui, et multiplier. Nos jeunes frères souffrent. Moi, j'ai déjà assisté à beaucoup de divorces, même des fiançailles qui ont bien commencé, mais après, le frère dit, ah merde, on conseille à payer les donc vous cherchez à faire la prière, le frère vous fait savoir déjà que Sobeka est trop. C'est honteux. En tout cas, c'est brisé au nom de Jésus. De valeur, des femmes battantes, des femmes qui peuvent donner quelque chose dans les foyers, et que le foyer aussi soit élevé à cause d'eux. C'est la décision que j'avais prise quand j'ai chanté le chant. Quand j'ai chanté le chant de niveau, beaucoup me posaient des questions. Comment tu sais niveau, niveau et niveau. Vous savez que c'était une résolution dans ma chambre. Je me réveille même pour manger le bout de pain, c'est un problème parce que papa n'a pas trouvé. Je me réveille même pour porter un bon soutien, c'est des minodos parce que le mari n'a pas trouvé. Je dis, il faut la matisse à niveau. Il faut que le niveau est mata. Le niveau est mon matakaka. Dans le sala oyo mosala. Et comment t'as dit volonté? Parce que le niveau, le N, c'est naturel. Le I, c'est important. Le V, c'est valeur. Le E, c'est exemple. Le A, c'est aptitude. Le U, c'est unir. Lorsque tu exploites ce que tu as de naturel, tu vas devenir un homme important, un homme valeureux, et tu vas être un exemple pour plusieurs. Tu auras des aptitudes pour réunir des gens comme ça pendant les conférences. Avec le relation au thème Madame Matisse, et si lui-même on a commencé à mettre à l'oral, c'est fini ça. C'est trop petit. Pour que les enfants aillent à l'école, il faut que tu attendes les petits 500 du mari. Parce qu'il a oublié, tu prends ton téléphone pour appeler, tu as aussi toute gaillarde devant là. Tu as oublié de laisser les 500 des enfants. Donc toi, maman, tu ne peux pas faire. Tu as les mains, tu as les pieds, tu as une tête pour réfléchir. Alors sois importante dans ton foyer. Les jeunes filles. Les jeunes. Mais au moment là, il faut que ça puisse finir. Il faut parfois aussi appeler pour dire juste chérie, ça va, comment tu passes ta journée. Mais il y a ceux qui ont appelé chérie, ça va, donner des chutes dans vos examens. Mais c'est un enfant que j'ai élevé, c'est mon fils spirituel. Il me dit toujours, papa, comme avec lui, on dit tout. Hein. Les mamans ont levé les tabous là, ça n'arrange pas. Merci.
acclamations, s'il vous plaît. Je nous avais dit que si tu sors de cet endroit tel que tu es entré, tu ne diras pas que Nous remercions ce panel de femmes exceptionnelles et nous allons les inviter à regagner leur place. C'est chaud. Ce que tu as raté. Allô? Oh, il a raté, Étallié, Conférence 2023. Alors nous courons vraiment derrière le temps avant de passer juste à une séance nous allons projeter un théâtre qui aussi va nous édifier. Nous voulons profiter de l'occasion pour souhaiter un merveilleux anniversaire, un joyeux anniversaire à une des membres de l'ONG La Restauration, qui a travaillé et œuvré pour que ces assises puissent avoir lieu. Et j'ai besoin de votre aide pour souhaiter joyeux anniversaire à Kermélis. Est-ce qu'on peut faire une ovation à un membre de cette équipe? Joyeux anniversaire, Motama et l'amour, happy birthday et Mbotokolo Mbote.